tu as 32 clubs, Oui. tu as de la parité, tu as un Oui. plafond salarial. Oui, mais Mathias, moi, c'est vraiment pas de ma faute si tu te contentes des miettes. Moi, je suis plus les joueurs changent, le coach change pas, plutôt que les joueurs changent pas, puis le coach change. Mais en bout de ligne, évaluer des joueurs de hockey, tu l'as ou tu l'as pas. Mais là, Mathias, tu me demandes, aurais-tu fait l'échange? Si t'étais Hurricanes. Oui, je vais te dire pourquoi. Parce que moi, 8e, tu sais qui j'aurais pris? Philippe Forsberg. Prends ta petite gorgée. Let's go. Saison 1, épisode 38. Mon beau Simon Boisvert, le titan de Princeville, dis-moi donc, c'est une équipe junior 3A, ça? Oui, c'est une équipe Jean 3, on en a parlé la semaine dernière. Regarde, je me suis surpris à trouver le chandail, à aimer la couleur du chandail. Oh! Est-ce qu'il y a des nouvelles qui s'en viennent? Mais ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, parce que vous connaissez mes couleurs de prédilection ou ma couleur de prédilection. Mais c'est quand même bien. Je l'ai porté au repêchage samedi. T'es ébranlé. J'ai mené mon, si on peut dire, si on peut appeler ça comme ça, j'ai dirigé mon premier repêchage samedi dernier. J'étais au micro. Puis, regarde, ça faisait du bien d'avoir le micro. Mais la question qui... je salue évidemment Pierre-Alexandre Girard. Ça va, les qui gars? se pose sûrement la même question. As-tu lancé des dards? Oui, parce que dans le Junior 3, on lance beaucoup de dards. On repêche évidemment des joueurs dont le but est de faire la Ligue junior maritime Québec. Et si jamais ça ne fonctionne pas, ben là, on espère qu'ils vont vouloir venir jouer chez nous. Alors, c'est ça. J'ai lancé un paquet de dards. On a lancé un paquet de dards. Puis, advienne que pourra. Là, si tu permets, on va laisser Pag lancer son dard. Oui. J'ai des messages bien importants à passer. D'abord, merci pour la salutation. Salutations à vous aussi, les gars. Vous allez participer au Festipod le jeudi 17 septembre. Alors, si les auditeurs ont toujours rêvé de vous voir en personne, il y aura l'enregistrement de spécial entre la poire et le serpent, ça s'appelle comme ça, à 17h45 à la salle Atmosphère de l'Espace Saint-Denis. Donc, les gens qui souhaitent s'acheter un billet pour l'événement sera en ligne, le billet en ligne donc au festipod.ca. Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, là, le spectacle va être à la salle Atmosphère de l'Espace Saint-Denis. Donc, un spécial poire et serpent. C'est super. Pourquoi ça ne s'appelle pas Mathias et le fromage? Ouais, c'est ça. Je suis dans le milieu avec le fromage. Sans oublier notre partenaire présentateur Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Simon, j'étais content la semaine dernière. Tu vois, tu fais un top 20. Le Canadien ne repêche pas avant 28-29. Va peut-être échanger son choix de premier tour. Puis beaucoup de réactions. Oui, je vais en parler d'ailleurs dans le deuxième volet. OK. Dans le Serpent en liberté. OK, on n'a pas fini, là. On fait Non, juste parce commencer. que le repêchage approche. C'est juste commencer. Noël approche. Bon. Mais d'ailleurs, les gars, la semaine passée, on se posait beaucoup de questions quant à qui serait le choix élu par Toronto. Mais il y a beaucoup de questions aussi qui se posent pour le deuxième choix au total. Puis dans la conversation qu'on avait, qui a fait beaucoup réagir justement au rang numéro 2, Simon, tu hésitais entre... au rang numéro 1, même tu hésitais entre McKenna et Stenberg. Mais tu vois, les preneurs au livre ne sont pas nécessairement entendus sur le choix de numéro 2, où est-ce qu'ils placent Chase Reed en favori devant Ivar Stenberg, avec juste au-delà de 0.3 points dans le pari. Comment vous voyez ça, les gars? Bien malin celui qui peut prédire ce que Mike Greer va faire, parce que d'une certaine façon, il faut que Mike Greer, s'il choisit Chase Reed, il faut qu'il soit convaincu que ça va être un défenseur numéro 1 de premier plan. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième choix au total. Et Ivar Stenberg, lui, tu sais qu'avec Macklin Celebrini, ça cartonnerait solide. Alors, si tu laisses passer un Stenberg pour un défenseur, il ne faut pas que le défenseur soit un Ryan Murray, pour ceux qui se rappellent du repêchage 2012. Ou un Griffin Reinhart. Je ne pense pas qu'il va en être un, mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que... Puis Reed, oui, il est bon, oui, il est très bon, il patine, il a des habiletés, il est capable de jouer quand même défensivement. Mais est-ce que ça va être un solide défenseur numéro 1? Honnêtement, je ne le sais pas encore et moi, j'hésiterais beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui dit que les Sharks vont repêcher au deuxième rang?
Mike Grier a laissé entendre Ouais, qu'il était ouvert. ça va prendre tout un échange. Moi, je pense que s'il y a un échange, ça sera un échange pour baisser de quelques rangs, mais je ne pense pas que ce sera un échange pour un joueur comme tel. C'est quand la dernière fois qu'un choix de cette envergure-là ou de cette ampleur-là a été échangé? Je crois que ça remonte à quoi? 2001, Alexis Yashin, et puis qu'Ottawa avait échangé pour le deuxième choix total Spezia, qui est devenu Jason Spezia. Et Chara, oui. Ouais. Oui. On verra. Mais j'ai comme l'impression que Grier va y aller avec ses besoins. Puis il va aller chercher un défenseur. Toi, tu worries, toi. Ben, parce qu'il y a presque que rien en défense. Puis il y a quand même beaucoup à l'attaque. Il y a vraiment presque rien. Fait que si c'est kiff-kiff, là, Stenberg, Reed, pour moi, il va pencher pour le défenseur. Mais, regarde, on n'est jamais à l'abri des surprises. Exactement. Puis ceux qui disent, tu prends le meilleur joueur disponible, tu fais un échange après. Oui, je prêche pour ça. Sauf que, par la suite, un défenseur numéro 1, c'est très dur à aller chercher. Il y a eu Quinn Hughes qui a été disponible l'an dernier. Mais c'est quand même... Puis quand je parle de défenseur numéro 1, je parle de défenseur numéro 1 de premier plan. Là. Pas juste un défenseur numéro 1 qui est numéro 1 par défaut dans son équipe. Simon, tu sais c'est quoi une bête noire? Oui. Je pense que tu en as une. Ah! Oui. Puis je pense que ta bête noire a soulevé la coupe hier. Tu sais, tu as des grands principes. Jordan Staal? Je te le dirai jamais assez souvent comment, tu sais, tu as changé ma carrière, tu as influencé ma façon de penser. J'adhère à tes principes. Et là, tu as les Hurricanes de Caroline qui viennent bafouer complètement, presque de façon irrespectueuse, tes principes. Simon dit tout le temps, ça prend une vedette. Ça prend des vedettes. Ça prend des McDavid. Ça prend des McKinnon. Ils n'ont pas de vedette. Non. Ils n'ont même pas de compteur de plus de 80 points. Et leur centre numéro 1, c'est un centre qui te permet d'aller chercher une bière quand il est sur la glace. Oui. Ils ont un gars repêché dans le top 10, c'est Svechnikov, puis c'est pas la locomotive. Non. Ils ont un centre numéro 2 de 5 pieds 8 pouces, alors que Simon dit tout le temps, en bas de 5 et 10, tu ne peux pas dominer dans la Ligue nationale. Je parle de Stankoven. Et le défenseur numéro 1 est un gros défenseur à caractère défensif. Dans le fond, à part le goaleux, eux autres, ils vont vraiment à l'opposé de tout ce que tu penses. Es-tu ébranlé dans tes convictions, Simon? Non, parce que ça va arriver une fois de temps en temps qu'une équipe comme ça va gagner la Coupe. Surtout, je crois, qui a été gagnée par leur style de jeu. Oui, ils sont allés chercher les joueurs qui sont capables de s'adapter à ce style de jeu-là, mais c'est comme le style de jeu. Et habituellement, ce genre d'équipe-là ne devient pas une dynastie. OK, je te dis pas que les Hurricanes ne seront pas bons l'an prochain. Ils ont eu, la meilleure fiche de la conférence, je pense la deuxième meilleure fiche de la Ligue. Je te dis pas que... Ils sont encore jeunes quand même. Ils ont 29 points. Je te dis pas qu'ils sont pas bons. De moyenne d'âge. Mais ça va prendre quand même des circonstances exceptionnelles pour qu'ils regagnent la Coupe. Il va falloir qu'ils jouent encore avec la même intensité, de la même façon. C'est très rare que tu es capable de faire ça 2 ans de suite. Mais... Déjà que c'est dur de gagner la Coupe 2 ans de suite. Ils n'ont pas le talent que les Panthers de la Floride avaient il y a 2 ans. Oui, mais là, maintenant, une dynastie en 2026, c'est gagné 2 ans de suite. Oui. Fait que, tu sais, ils ont quand même... Oui. C'était quoi, leur 4e corridor en 8 ans? Oui, les corridors, ça, Mathias, tu sais ce que j'en pense. Qu'est-ce que t'en Corridors, penses? ben, je m'en fous des corridors. Moi, à tout le moins, je veux une finale. Les corridors, là, je veux dire, le monde du sport est rempli de clubs qui ont fait des corridors, puis T'as le mot qui as dedans? Oui, mais qui sont finalement mais c'est quand même morts dans la... Ben, t'as 32 clubs, Oui. t'as de la parité, t'as un plafond salarial. Oui, mais Mathias, moi, c'est vraiment pas de ma faute si tu te contentes des miettes. Le bon vieux serpent qui ressort des... C'est des miettes, un corridor. Des satanières. C'est des miettes. Un corridor, c'est bon lorsque ça te propulse vers le sommet, en chemin vers le sommet. Mais... Donc, les Hurricanes de la Caroline, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont eu des corridors, ça les a propulsés vers le sommet. Sauf que si ça ne reste que des corridors sans coupe, pour moi, c'est des miettes. Okay. Là, ils l'ont. Puis ma question maintenant, c'est qui sont les Chiefs? Sais-tu à qui sont les Chiefs? Mais qui sont les Hurricanes? Est-ce que c'est des reconstructeurs? Ouais. Est-ce que c'est des réinitialisateurs? Est-ce que c'est un génie des statistiques avancées, Tulski? Eric Tulski. Tulski? Oui. C'est qui? C'est quoi? Regarde, ça mange quoi? Je vais faire un petit peu l'historique des Hurricanes, puis tu vas voir, ça s'en va un peu dans toutes les directions.
parce qu'il y a quand même des choses qui sont arrivées qui rentraient un petit peu dans ce que je souhaitais dans une reconstruction, mais c'est pas ça qui les a fait gagner. Alors, premièrement, pour ceux qui ont la mémoire courte, les Hurricanes ont quand même manqué les séries 8 ans de suite. Entre 2010 et 2018, les Hurricanes n'ont pas fait les séries. Alors, ça a donné un choix numéro 2, 2 choix numéro 5, 2 choix numéro 7 et un choix numéro 12, un choix numéro 10, un choix numéro 13, un choix numéro 21. Une reconstruction. Oui, tout à fait. Et là, les joueurs que ça a donné dans cette sphère-là, ça a donné Jeff Skinner, qui leur a quand même donné plusieurs bonnes années avant de quitter pour Buffalo. Ryan Murphy, dont on a parlé dans un podcast, qui n'a rien fait. Elias Schlidholm, qui a été un bon joueur, mais peut-être pas aussi bon que son rang de sélection. Puis qui n'a pas donné grand-chose Qui n'a pas donné dans grand-chose en l'échange, bout de ligne. Hayden Fleury au 7e rang, qui est un flop. Noah Hanifin au 5e rang, qui finalement a quitté pour Vegas. Attends, non, qui a quitté pour Calgary avec Oui, Lindholm, Calgary, c'est qui a ça. donné Dougie Hamilton, qui n'est pas resté longtemps. Voilà, exactement, et qui est rendu à Vegas. Jake Bean, 13e rang, oublie ça. Julien Gauthier, 21e rang, oublie ça. Martin Necas, 10e rang. Lui, il a donné Rantanen, mais heureusement... 13e, non? 10e Necas. Ah oui? Oui. T'es sûr? Oui, je suis certain. 2017. Et 2017, oui. Et là, ce qui est fascinant dans le cas de Necas, c'est qu'ils ont obtenu Rantanen. Et là, mais lorsqu'ils ont vu que Rantanen ne re-signerait pas, au lieu de se dire, on va le garder pour faire une run en série parce qu'on a une bonne équipe, vous avez une bonne équipe l'an dernier, ils ont décidé de le monnayer, et je vais en parler tout à l'heure. Ça a rapporté, entre autres, Stankoven et d'autres choses, mais je vais passer à travers les échanges qu'ils ont faits. Ça aurait pu rapporter Mitch Marner aussi. On oublie ça, mais il a refusé d'être Marner échangé. n'a pas voulu y aller. Exactement. Mais ça, c'est de l'audace. Mais juste le fait de le rééchanger, alors que les Panthers de la Caroline étaient quand même prétendants à la Coupe, Ouais. eux autres se sont dit, there's no way, là, il n'est pas question qu'on perde Rantanen pour rien, comme Toronto a perdu Marner pour presque rien. Donc, il y a beaucoup d'audace aussi. Ils sortent des sentiers battus malgré tout. Fait qu'il y a un Oui. côté que tu dois aimer aussi. Bien, certain. 2018, Svetnikov, 2e choix au total. C'est un bon joueur, mais on ne peut pas dire qu'il a joué comme un 2e choix au total. Et là, ensuite, en 2019 et 2026, ils ont commencé une genre d'expérience. 2025, ils ont commencé une genre d'expérience dont j'ai parlé également dans le podcast. C'est-à-dire que les Hurricanes se sont concentrés sur on repêche du talent brut. Ils avaient des choix. Je pense qu'il y avait un repêchage, il y avait 13 choix ou 14 choix. Et là, ils se sont mis à repêcher du talent brut. Puis là, je me disais, c'est une belle expérience de laboratoire parce que la majorité de ces joueurs-là sont des dards. Ce sont des gars qui habituellement n'ont pas un gros physique ou il y a une carence dans leur jeu défensif ou peu importe. Mais on n'est pas allé avec des gars de 3e, 4e trio. On est allé avec des possibles coups de circuit. Sauf qu'il n'y a pas eu tant que ça. Il y en a une coupe quand même. Il y en a une coupe. Il y a eu, au 13e rang, Seth Jarvis en 2020, mais c'est quand même un 13e choix. C'est pas un dard de 4e ronde. Alexandre Nikishin, ça c'est un bon dard, un peu plus loin, qui a fait partie de l'équipe. Jackson Blake en 2021. Lui, là, meilleur compteur en série. Et Scott Morrow qui leur a permis d'obtenir Keandre Miller, entre autres. Alors, c'est quand même pas beaucoup, mais je crois que ça a été quand même suffisant pour que ça fasse partie du modèle de construction de l'équipe. Mais je vais quand même continuer de suivre les Hurricanes, voir qu'est-ce qui va arriver avec ces joueurs-là. Alors, qu'est-ce que ça a donné pour les Hurricanes ensuite, après avoir raté les séries? Bien, entre 2019 et 2025, ça a donné, dans l'ordre, un carré d'as, une élimination en première ronde, 2 éliminations en quart de finale, un carré d'as, une élimination en quart de finale et un autre carré d'as. Donc, les Hurricanes sont quand même pas mal dans le décor depuis quelques années. J'achète. Mais moi, je me disais toujours, et tu vois, c'est ça, je veux le souligner, dans un podcast comme le nôtre, on essaie de deviner qui va gagner la Coupe des prochaines années. Évidemment, c'est un exercice un peu frivole, là, mais on aime ça. On aime mieux essayer de prédire l'avenir que de radoter sur le match de la veille. Alors, les Hurricanes, quand on en parlait, toi et moi, Mathias, je revenais tout le temps là-dessus. Bonne équipe, mais pense pas qu'ils gagnent. Bonne équipe, pense pas qu'ils gagnent. Alors, aujourd'hui, j'avoue que je me suis trompé. Les Hurricanes ont gagné la Coupe Stanley. T'es pas tout seul, là, en passant. Non, je le sais, mais ça, c'est pas important. Moi, je me réconforte pas de mes prédictions erronées parce que d'autres ont eu la prédiction erronée. Bon.
Ben, personne ne les voyait là. Ils ont surpris, là. Oui, c'est sûr qu'ils ont surpris. Bon, il y en a qui pourraient te surgir, s'il avait affronté Colorado, s'il avait affronté Canadien en première ronde au lieu de... Regarde, ils ont gagné. On s'est quand même fait taper dessus parce qu'on avait prédit le Canadien contre les Hurricanes. Oui, on a prédit Caroline. Moi, j'avais Caroline en 5. Une équipe reposée en plus, talentueuse et reposée contre le Canadien. Oui, mais je pense que là, les amateurs qui ont regardé la finale ont vu que les Hurricanes, ça n'a pas été un coup de chance. Là. Puis c'est une équipe qui est encore jeune, qui a encore 4 choix de premier tour dans les 3 prochaines années. Ouais. Mais c'est aussi une équipe qui était à maturité. Puis on regarde ça ne s'achète pas. Le Canadien n'est pas à maturité encore quand tu compares avec les Hurricanes. Ça, c'est sûr. Mais bon, on ne ramènera pas tout aux Canadiens, Mathias. Non, juste une phrase. Moi, une phrase. C'est correct, je la donne. Tu parles de la moyenne d'âge des Hurricanes. Mathias en liberté. Je serais juste curieux de connaître la moyenne d'âge des Hurricanes sans Stahl. Je peux peut-être faire le calcul, mais en tout cas... C'est 21,2. Regarde, les Hurricanes, là, moi, j'ai pris les 20 joueurs réguliers parce qu'écoute, à part Mike Riley qui a joué 2 matchs, là, les 20 joueurs, il y a vraiment 20 joueurs qui ont joué. Là. On ne comptera pas Nicolas Deslauriers qui a joué 3 minutes. Puis Kotkaniemi, dont le nom va être gravé sur la Coupe Stanley. Puis ceux qui se demandent pourquoi, il a joué 42 matchs en saison régulière, ça en prend 41. Sans avoir à jouer en série. Sans avoir à jouer en série. Il l'a levé. Il l'a levé. Ils les ont mis en uniforme. Et d'ici 10 jours, son contrat va probablement être acheté. Hey, on a dit ça en même temps. Qu'est-ce qu'ils font, les coupes? Oui, on est supposé faire ça. Là, on a un souhait, là. T'es encore là? OK. Vieille blague de mon oncle. Fait que là, je regarde les Hurricanes, la Caroline, puis là, j'ai analysé dans les 20 joueurs combien ont été repêchés. Oh! Alors, par l'équipe, oui. Par l'équipe. Alors, il y a Zvetnikov, il y a Nikishin, il y a Slavin, il y a Ao, il y a Jackson Blake, Seth Jarvis. Ça en fait combien? 6. OK, 6 sur 20. Et là, il y a eu des agents libres. Alors, on va y aller avec les agents libres. William Carrier, Nicky Lers, j'ai pas compté Kotkaniemi. Eric Robinson. Tu n'as pas besoin de le compter. Jalen Chatfield, Shane Gostisbehere, Sean Walker. Ça fait 6. On est rendu à 12. Alors, il y a 8 transactions. Qu'est-ce que ça a donné, ces 8 transactions-là? On va regarder ça un petit peu. Qu'est-ce que ça a donné, les 8 transactions? On a parlé de l'échange de Rantanen tout à l'heure, qui a donné Stankoven, mais ça n'a pas juste donné Stankoven. Ça a donné un premier choix en 2026, un premier choix en 2028, où va être Dallas en 2028, on verra. Le choix est protégé, mais sinon, il est transféré en 2029. Un choix de troisième monde en 2027 et un choix de troisième monde en 2027. Donc, une coupe de d'or à lancer encore, probablement sur des joueurs de talent brut, si la tendance se maintient. Et là, il y a quand même eu une autre branche à cet échange-là. Lorsqu'il y a eu l'échange de Rantanen l'année passée, entre Caroline et Colorado, Chicago s'était immiscé là-dedans. Et on va faire une histoire courte. Chicago a obtenu un choix de troisième ronde de Caroline en retour de Taylor Hall. Alors, Taylor Hall, finalement, a été obtenu. Qui a failli gagner le trophée Conn Smythe. 7e équipe. Et une carrière vraiment en dents de scie pour un gars qui a été que souvent on a considéré fini à cause des blessures, à cause des mauvaises saisons. À un moment donné, sa carrière a rebondi à Boston. Après ça, ça redescendait à Chicago. En tout cas. À New Jersey. À New Jersey, Trophée Hart. C'est un gars qui a été choisi. C'est le seul joueur, je crois, dans l'histoire du hockey. Et là, peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont me corriger, mais j'ai entendu dire ça. Premier choix, Trophée Hart, Coupe Stanley. Mais non, il y en a eu d'autres. Parce qu'il y a eu Guy Lafleur. Puis il y a eu Mario Lemieux. OK, j'ai rien dit. Mais il y avait d'autres choses, il paraît. S'il avait gagné le Conn Smythe, il aurait été un des seuls. Ah oui? OK. Ouais, un des seuls. Anyway, oubliez ce que j'ai dit. Tu sais, l'autre affaire, c'est Jordan Staal. Tu sais, ça va dans tes... Je m'en vais, ça ébranle tes convictions aussi. Je m'en vais là, dans quel sens? Ben, aurais-tu fait cet échange-là à l'époque? En 2012? Le 9e au total et 9e choix au total. Oui. Et un jeune Sutter, Brandon Sutter, pour aller chercher Jordan Staal. OK. Alors, je m'en vais vers cet échange-là. Il y en a d'autres échanges que je vais passer rapidement sur les autres, puis on va s'étendre là-dessus.
Mark Jankowski pour un choix de 5e ronde, c'est très bien. Jordan Martinook, ça remonte à 2018. On a donné Marcus Kruger, qui ne joue plus au hockey, ici. Ensuite, K'Andre Miller. On a pris le choix de Dallas. On a donné un 2e choix et Scott Morrow, qu'on avait repêché en retour de K'Andre Miller, qui a été vraiment un pilier. Ça, K'Andre Miller, par exemple, c'est un joueur que j'aimais beaucoup lorsqu'il jouait au junior aux États-Unis, dans le programme américain. Et je comprends pas pourquoi les Rangers l'avaient laissé aller. Appelez Chris Drury, tout le monde, là, si vous voulez des aubaines. Là. Oui, c'est vrai. C'est vraiment le... Il a saboté le travail de Jeff Gorton, là, à New York, là. Saboté. Alors, on voit ici Mathias qui fait une autre référence subliminale au Massachusetts. Canadiens. Ben, je vante un homme du Massachusetts. Oui, tu vantes un homme qui travaille pour le Canadien. Non, j'ai travaillé beaucoup. J'ai écrit beaucoup sur Jeff Gorton à l'époque. Je me rappelle. Il était avec les Rangers. Mais moi, je l'avais aimé à Boston quand il avait remplacé Chiarelli pendant un petit bout, quelques mois. Oui, c'est lui qui avait fait l'échange tout Carras pour Andrew Raycroft. Ramène pas tout au Canadien, toi. Fait que là... on va s'attarder sur l'échange de Jordan Staal. On se souvient que Jordan Staal avait été choisi 2e au total par Pittsburgh en 2006. À mon grand dame, moi qui voulais Phil Kessel ou même Jonathan Toews. Et Pittsburgh, quand même, après 6 ans, Jordan n'avait que 24 ans, on décide de l'échanger. Jordan allait rejoindre son frère Eric en Caroline à l'époque. Et là, Pittsburgh s'est fait offrir Brandon Sutter, bon joueur de 3e trio. Qui était encore jeune. Oui. Brian Dumoulin, qui a quand même eu une carrière décente comme défenseur. Mais surtout, le 8e choix au total en 2012. C'est devenu Derek Pouliot, défenseur à caractère offensif qui, tu sais, quand on vous dit des fois, les défenseurs à caractère offensif, ils ne font pas tous la Ligue nationale. Ils n'ont pas tous du succès. Il y en a cette année au repêchage. Je serais surpris que tous réussissent. Le problème, c'est qu'en ce moment, on ne peut pas prédire c'est qui. Mais Pouliot, il y avait des grosses carences défensives et c'est pour ça qu'il ne s'est jamais établi comme régulier malgré le fait qu'il y avait des grandes qualités offensives. Mais là, Mathias, tu me demandes, aurais-tu fait l'échange? C'était Hurricanes. Oui. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, 8e, tu sais qui j'aurais pris? Philippe Forsberg. Alors là, tu changes un petit peu l'échange. Donc, si t'es les Hurricanes, tu ne fais pas l'échange. Tu repêches. Oui. Non. Ce que je veux dire, c'est que les Pingouins auraient été avantagés. Ce que je veux dire, c'est que avec le 8e choix, c'est ça. Excuse-moi. Moi, je te parle de la perspective des Hurricanes. Non. Moi, là, j'aurais dit aux Hurricanes, si mon gars est encore là au 8e rang, on ne fait pas l'échange. OK. Et j'aurais fait. Si mon gars est là, regarde, j'aimais Vasilevski aussi. Regarde, je suis pas sûr. Je pense. Regarde, on va simplifier là. Non, je ne fais pas l'échange. OK. As-tu entendu, parlant d'échange, là, puisqu'on a fait le tour, là? Oui. Tu as entendu parler de cette rumeur-là qu'il y avait un échange qui aurait été fait de Bowen Byram pour Cutter Gauthier? Oui. T'imagines si l'Avalanche du Colorado avait échangé pour Cutter Gauthier? Oui. Ben, regarde, je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose cette année, mais... Parce qu'ils l'ont changé pour Middlestad après ça, qui s'est en allé à Boston pour pas grand-chose. Mais je crois que... Je ne sais pas pourquoi ça a avorté. Moi, je n'étais pas d'accord avec l'idée d'échanger Bowen Byram parce que tu n'échanges pas un défenseur de cette qualité-là à cet âge-là, mais il y avait eu des problèmes de commotion qui, heureusement, ne semblent pas être revenus. Ouais. Mais Byram Gauthier, ça, je l'aurais fait. Byram Middlestad, non. Ben, Byram Gauthier, je l'aurais fait. Gauthier avec l'Avalanche, ça aurait été absolument... Ben, c'est déjà hallucinant à Anaheim. Ouais. Imagine à... je vais faire mes recherches. Pour savoir pourquoi ça a avorté. Pour savoir qui a dit non. OK. Et j'espère que c'est pas Chris McFarland qui a dit non. Regarde, Nashville lui a donné les clés. Il est quoi? À part le titre de tsar, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, mais je veux dire, il est président des opérations hockey, directeur gérant. Je veux dire, il doit être... là, il doit être chercher Rob Blake, qui a fait des miracles à Los Angeles. Un ami, probablement.
Un ami. Tu sais, un ami, c'est un ami. Tu sais, en Ou une directeur recommandation général. d'amis de dire. Une recommandation regarde, tu d'amis. cherches un job. Rob, il peut t'aider. Ouais. Ben oui. Il y a de c'est l'expérience. ça. Il y a de l'expérience. Ça, c'est bien, bien important, l'expérience. Tu sais, l'expérience, c'est important dans une certaine mesure que tu connais les rouages de la Ligue. Mais c'est pour ça que c'est important de bien s'entourer d'assistants qui peuvent t'aider à ce niveau-là. Mais en bout de ligne, évaluer des joueurs de hockey, tu l'as ou tu l'as pas. Mais je trouve que la Ligue change quand même. Elle est Ben, peut-être ouais. pas assez vite à ton goût. Non, pas assez vite, mais tu elle regardes change. Oui. Torski en Caroline. Oui. Tu regardes Sonny Mehta chez les Devils de New Jersey. De plus en plus de gars de statistiques avancées. Ben, pareil. un peu comme au baseball. Marc, je ne suis pas un maniaque de statistiques avancées, mais j'aime au moins l'idée de penser un petit peu hors des sentiers battus. John Chayka. Tom Dundon, là, il s'est fait beaucoup critiquer, le propriétaire de Caroline, parce que, bon, OK, il paraît qu'il se met le nez dans tout. Puis... Ben oui, mais regarde, il a gagné la Coupe Stanley. Qu'est-ce que tu as dit, Pag? J'ai juste envoyé une blague en disant John Chayka. Ouais, parce que c'est celle-là, un elle, adepte des elle adeptes. diminue un Oh, peu oui, moins elle énoncé, diminue. là. Oui, mais John Chayka, là, maintenant, on peut l'embarquer dans la catégorie des recyclés. Oui, voilà. Ben oui. Écoute, on va voir. Il l'était pas quand il a été embauché par Arizona, mais là, il est dans la catégorie des recyclés. Lui-même, c'est une statistique maintenant. Mais j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir le premier choix. Est-ce qu'il va oser? Ça va être intéressant, ce Oui, repêchage-là, même si le Canadien choisit pas tôt. ça va être intéressant. Merci, mon beau Simon. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! On passe au deuxième bloc, le beau serpent en liberté. Ben, avant de commencer, Mathias, je dois te dire que pendant la pause, t'as piqué ma curiosité parce que je fais quand même très confiance à tes talents journalistiques et ta mémoire. Tu avais dit que Martin Necas n'était pas un top 10 et tu avais raison. Martin Necas a été repêché 12e en 2017. J'aurais dû parier. Parce que T'aurais dû parier. Ah, j'aurais parié. Sur mise au Dans ma jeu tête, plus. je ne sais pas, je le voyais 10e, là. Ouais. Ouais? Sur mise au jeu plus. Oui, non, mais on aurait fait un petit pari entre nous deux. Bon, alors, je vais remercier Jean-Philippe qui a écrit à Corps au Sport et qui m'a envoyé à mon attention un article dans le journal du 2 mai 1971, le lendemain du repêchage de Guy Lafleur. Et il explique un petit peu, l'article explique un petit peu les rouages, comment ça se passait dans ce temps-là, puis Lafleur, pourquoi il avait été choisi devant Marcel Dionne. Alors, c'était vraiment le fun. Je ne sais pas où Jean-Philippe a trouvé ça, peut-être allé dans une banque d'informations, mais c'était drôle de voir comment le repêchage était couvert il y a 50 quelques années. Je pensais qu'il t'avait envoyé une découpure de journaux pour fêter l'article pour célébrer tes 6 ans. Là. Peut-être que tu étais déjà connu à l'époque, mais c'est bon. Non. À part ça, Mathias, est-ce que tu as un vote, toi? Avant, oui, quand je suivais le Canadien. Là, tu n'en as plus. Pas à pas. OK, parce que quand j'ai vu que Nick Suzuki avait eu un vote de première place pour le Trophée Hart, je me suis dit, ah non, Mathias, qu'est-ce que tu as fait là? Tu fais une crise de heart? Je devrais. C'est même pas moi. Let's go, Pag. Je suis pas supposé, là. C'est plus fort que moi. Alors, c'est pas toi, Mathias, qui a voté. C'est quand même... C'est une dame de Washington. Bon, OK. Mais Yeah. il faut juste rappeler que c'est un trophée pour le joueur le plus utile. C'est Oui. pas un trophée pour le joueur par excellence. Je comprends, Mathias. Il a fini 5e au total. J'ai aucun problème avec le fait qu'il a fini 5e. Aucun. Mais McDavid, Kucherov, Celebrini, puis McKinnon avant lui. On va juste faire- La journaliste l'a mis devant ces 4-là. Quand même. Mais puis je l'aurais mis derrière ces 4-là. Bon. Ça, on s'entend. OK. Ouais. Mais si on faisait l'exercice aussi, on n'a pas besoin de faire un gros exercice, mais enlève Suzuki au Canadien, est-ce que ça fait aussi mal? Qu'enlever McDavid à Edmonton ou Celebrini à San Jose. Ouais. Ben, t'enlèves Celebrini. Regarde, les Sharks sont passés proches de faire les séries. Ouais. T'enlèves Celebrini à San Jose. On parle de Gavin McKenna ou Ivan Stenberg pour eux. Mais moi, je pense qu'à ce compte-là, si on fait cet exercice-là, c'est probablement Celebrini qui mériterait le vote de première place. Parce que tu enlèves Ouais. Celebrini à Si San tu Jose, fais il y le a même plus exercice, oui. Par contre, passer proche de faire les séries, c'est pas comme, rien. Non. mettons... regarde, moi, je pense que j'aurais pris McDavid. Moi, j'aurais pas pris Kucherov. Ouais. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y avait quand même 4 candidats de grande qualité devant Suzuki et donner un vote de première place à Nick Suzuki,
ça relève un petit peu de ben, c'est farfelu. Bon. Mais moi, le vote qui m'a choqué, Oui. c'est Campbell du Hockey News qui a donné un vote de deuxième place à Cole Caulfield. Ouais. Pour le Hart, on aime Caulfield, c'est un buteur et tout ça, mais tu peux même pas le mettre devant Suzuki, là. Regarde, M. Campbell n'en est pas à une drôlerie près dans ses articles. Mais regarde, écoute, chacun ses choix, chacun ses goûts. Je voulais juste souligner quand même l'histoire de Suzuki. Ensuite, la Ligue nationale a confirmé. Tu sais que le premier choix de Toronto a été transféré, qui devait s'en aller à Boston, s'en va à Boston l'an prochain. Ouais. Il devait un choix à Philadelphie. C'était un vrai méli-mélo. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Les 2 prochains choix, 2007-2028, s'en vont où? Quelles sont les conditions? Alors, ici, voici comment la Ligue nationale a déterminé ça. Si le choix de Toronto en 2027 tombe dans le top 10, normalement, il devait s'en aller aux Flyers. Mais là, la Ligue nationale a, si on peut dire, légiféré que Toronto peut l'échanger également à Boston s'ils veulent. C'est un des 2. Et ensuite de ça, s'il s'en va à Boston, Philadelphie obtient le premier choix de Toronto et vice-versa. S'il donne à Philadelphie, c'est le choix de Boston. Là, l'idée, c'est de savoir si Toronto finit très bas, est-ce qu'ils vont vouloir envoyer le choix à Boston qui est dans leur division? Je pense pas. Je pense que c'est Philadelphie qui obtiendrait le choix à ce moment-là. Retour sur le top 20 de la semaine dernière. Attends. Oui. Est-ce que j'ai le droit d'émettre une idée, même Oui, vas-y si donc. c'est toi qui es en liberté? Le mettre aux enchères? Est-ce qu'on pourrait ici, à Mathias et le Serpent, instaurer le trophée Brad Treliving, C'est-à-dire? le pire DG de l'année? OK. Les résultats la semaine prochaine. Ah! OK. On fait ça? Mais les déchets, par contre, Mathias, tu sais, même ce trophée-là, je trouve ça weird un peu parce que on donne un trophée pour une année à un gars, mais c'est un travail de longue haleine. OK. Tu sais, un gars gagne une année, mais... Oui, mais là, je suis sûr que tu Ouais. peux en trouver un. Ah, on va essayer. On va essayer de trouver le cancre de l'année. là. Ça va prendre des finalistes. 3 Ouais. finalistes On et va un essayer. gagnant. On va essayer Mais de ça te penser à tente-tu? ça. T'es pas bougé, là. Ben, ça me tente pas bien, bien. Parfait, on le fait pas. Hey, c'est mort dans l'œuf. C'est ça. Le top 20 a suscité beaucoup de réactions. Puis, je vais faire un petit peu une synthèse de ça. Malte Gustafsson, je ne l'ai pas mis dans le top 20. Il va probablement être choisi top 20. Malte Gustafsson, c'est un excellent défensif suédois. Et on se dit, bah, OK. C'est sûr, c'est pas un gars que le Snake aime, un peu comme Anton Silayev. Ils les aiment pas, ces gars-là. C'est pas que je les aime pas. C'est que je réalise que ce genre de joueurs-là, j'hésite, moi, à les prendre de bonne heure parce que c'est des joueurs qui arrivent à maturité habituellement plus tard et on ne sait pas si un bon joueur défensif va devenir, dans le junior, va devenir un bon joueur défensif dans la Ligue nationale. Tu sais, souviens-toi, il y a une quinzaine d'années, il y avait Duncan Siemens qui frappait dur, Ouais. c'était supposé être un mur. Il a été choisi, je pense, 10e par Colorado et il n'a rien fait. Ça, c'est un exemple négatif que je te prends, mais il y en a eu des bons aussi. Mais Griffin Reinhart n'a pas été bon. Mais regarde, là, tu sais comment ça va se passer. Oui. Même si Jacob Slavin est un choix de 4e tour, Oui. là, tu as l'exemple sous les yeux. Ils viennent de gagner. Tu vas en avoir des défenseurs comme ça au premier tour. Voilà. Sauf que moi, le Malte Gustafsson de 2026 ne m'intéresse pas. Mais peut-être que le Malte Gustafsson de 2034 va m'intéresser. Puis à ce moment-là, ben, tu me l'échangeras. Ouais, il va peut-être te coûter cher. Pas tant que ça. Slavin Pas t'aurait tant que coûté ça. cher, Oui, là. mais en général, Mathias, regarde là, il y a quand même moyen. Le Canadien avait fait ça en 2000, dans le temps de Marc Bergevin. Il s'est allé chez des Sherrod, des Edmundston. Ça n'avait pas coûté si cher que ça. Tenordi. Tenordi, étais-tu là? Bon, ben Tenordi, un autre choix de première ronde. il était là. Il était là. Marc Bergevin pour Tenordi 2010? Non, c'était Bob Guinée et Pierre Gauthier. OK. Bon. Ah oui, il est arrivé en 2012, Ben, Marc Tenordi, Bergevin. drôle de carrière. Il a quand même joué longtemps pour un gars qui était vraiment pas très bon. Mais c'est pour te dire qu'à un moment donné, ces gars-là... Pas une grosse carrière. Non, mais il a McCarron joué a eu longtemps une pareil. meilleure carrière. McCarron, oui. Et Puis là, il Poehling. encaisse. Et là. Poehling. Oui, puis là, il encaisse. Fait que tant mieux pour eux autres. Mais tout ça pour te dire que c'est pas moi que j'ai une aversion pour ce type de joueur-là. C'est que j'ai une aversion pour ce type de joueur-là au repêchage parce que je trouve que c'est quasiment
de la sorcellerie autant que les gardiens. Oui, mais là, certains pourront dire, « Ouais, mais le gars de 40 buts dans le junior, il n'est pas sûr qu'il va compter. » Non, mais j'aime mieux prendre ce genre de joueur-là. Je trouve que ma confiance envers la probabilité que le gars que je choisirais devienne bon est plus grande que de choisir un Gustafsson. Alors, peut-être que Gustafsson va devenir un très bon défenseur défensif. Peut-être que Silayev va devenir très bon. Mais tu peux également avoir un Griffin Reinhart aussi ou un Duncan Siemens. Et ton préféré, Ben Danford. Et Ben qui a Danford, fini, dans la Ligue américaine. Et voilà. Mais lui, série. sa carrière commence, là. Qui a fini après sa carrière junior. Là. Exactement. Maintenant, j'ai un auditeur qui, lui, m'a dit que j'étais peut-être rendu un petit chaton puis qu'il s'attendait à plus de venin dans mon top 20. On t'a dégriffé. Oui, on m'a dégriffé. Et j'ai également fait le balado Dread sur le tape avec David Bocage la semaine dernière. Un balado qui va sortir dans quelques jours probablement. Et là, il y avait les gens autour de la table qui étaient là me disaient « Ouais, si on avait vu ton top 20 sans que ton nom soit écrit là, on aurait pensé que c'était le top 20 du Hockey News. » Mais c'est l'insulte suprême? Non, c'est pas une insulte. C'est juste que cette année, j'ai pas été un petit chaton, mais j'ai été peut-être un petit peu plus raisonnable. C'est-à-dire, Wyatt Cullen, je l'adore. Normalement, moi, Wyatt Cullen, là, j'aurais peut-être pensé le mettre 3e ou 4e. Sauf que je réalise que, tu sais, je l'ai vu avec Jeff Skinner. Jeff Skinner, je l'avais 2e au total. Il a été choisi 7e. Quand tu refais le repêchage de 2010, Jeff Skinner, il n'est pas 2e. Puis, j'ai l'impression que, à ce moment-là, quand j'ai fait ce classement-là, j'ai préféré y aller avec le groupe de défenseurs qui est susceptible d'avoir un impact dans la Ligue nationale, mais pas parce qu'ils vont faire 70 points, mais parce que j'ai l'impression que parmi les défenseurs, les Karls, Verhoff, Albert Smith, que j'ai classés devant Cullen, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir une plus grande utilité éventuellement qu'un ailier. Miaou! Voilà. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai pas confiance en Cullen autant que j'ai confiance en Trevor Connolly. Tu sais, Cullen, c'est un mini coup de cœur. C'est comme Carter Bear l'année passée. Là, tu n'as pas eu de gros coup de cœur. J'ai pas eu de gros coup de cœur. Alors, dans ce temps-là, écoute, je l'ai mis 8e, mais je sais que là, on parle de lui dans le top 10 maintenant. Fait que finalement, j'ai pas un gros coup de cœur. Tout le monde là, le coup de cœur. Mais non, je suis pas... parce que l'auditeur me dit que les hauts choix au repêchage disent souvent que tu dois viser le talent brut, le potentiel maximum, puis le papier sablé, on peut aller le chercher plus tard. Oui, mais je pense pas que Keaton Verhoff, Albert Smith, Carson Carr, c'est nécessairement juste du papier sablé. Je pense que c'est des défenseurs qui, un jour, il y en a là, qui ils vont pouvoir jouer un 20, 22, 25 minutes par match, et ça a eu une très grande utilité. Est-ce qu'il y en a un peut-être là-dedans qui ne sera pas bon? C'est très possible. Moi, je pense que le Simon, avec des ongles aiguisés, aurait pris Stenberg au premier rang. Ah, pourtant, non. Le Simon de l'époque aurait pris Stenberg devant McKenna. Non, parce que le choix sûr, la valeur sûre, c'est Stenberg, c'est pas McKenna. Ben oui. Regarde, non, mais Stenberg, McKenna, c'est le choix consensuel. Dans ce sens-là, peut-être, Mathias. Mais la valeur la plus sûre, c'est Stenberg. Mais tu sais, dans le cinéma aussi, les personnages qui évoluent, là, et qui changent et qui se muent, c'est toujours plus intéressant. Alors peut-être que comme un fidèle à ton serpent, tu es en pleine mutation. Oui. Avant de passer à l'espoir de la semaine... Non, mais garde, on n'a pas Milan, là, puis je veux parler de plein d'affaires. On n'est pas en psychothérapie. Il me reste 2 points à passer. Un qui a rapport au hockey, un autre qui a rapport au sport professionnel, mais je ne sais pas si c'est une affaire qui pourrait arriver dans le hockey. Je vais commencer par mon expérience en fin de semaine à la table de repêchage. Oui. Ça a été le fun. Et je voulais parler un petit peu de ce qui s'est passé vendredi soir. Vendredi soir, c'était la soirée des transactions, si on peut dire. Et c'est très difficile de réaliser une transaction. Parce qu'on était dans ce que j'appelle un war room, une chambre à coucher.
où tout le monde était à l'hôtel. Avec le directeur général Dominique Boucher, c'est ça? Oui, et l'entraîneur Guillaume Saint-Denis et le recruteur Marc Bonnet. Et tous les quatre, on était là, puis on se faisait notre plan. Et là, on recevait des textos, des téléphones. Il y a des gens qui venaient frapper à notre porte pour jaser transactions. Finalement, il y a peut-être eu au moins une douzaine de conversations et on n'en a réalisé qu'une seule. Fait que c'est pour dire que, juste un exemple, à un moment donné, il y a deux gars qui viennent nous voir, ils frappent à la porte, ils rentrent, puis il ne s'est pas dit grand-chose. Puis ça avait l'air quasiment d'une partie de poker. Alors oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Là, l'autre répond pas. On revient, l'autre répond pas. Puis finalement, après s'être regardé pendant une couple de minutes, bon, ben OK, à plus tard. C'est une anecdote, je veux dire, qui démontre bien que c'est pas... tu sais, c'est pas nécessairement... Tu sais, quand Marc Bergevin disait que c'est pas facile de faire des échanges, là, il faisait rire de lui, il se faisait dire qu'il était pas assez fonceur, c'est pas si facile que ça. Parce que des deux côtés, il faut que tu trouves ton compte. Si tu te rends compte que l'autre, il essaie de rouler dans la farine, ben, écoute, tu vas l'envoyer paître. Puis en même temps, ben, il faut que tu trouves une équipe qui a un... Tu sais, qui matche bien avec toi. Ouais. Tu sais, toi, tu as besoin de ça, lui, il a besoin de ça. C'est pas toujours facile. C'est pas avec toutes les équipes que tu peux transiger. Mais en tout cas, c'était bien le fun de voir comment ça se passait, le processus de réflexion. Puis finalement, on en a fait une transaction. Mais elle s'est concrétisée seulement le lendemain matin. Puis écoute, c'est une transaction que tu n'aurais jamais fait dans la Ligue nationale. C'est-à-dire? Tu avais le 3e au total? Oui, elle s'est faite plus tôt cette semaine. Okay. On avait le 3e au total. Puis le directeur gérant a obtenu une offre pour baisser au 13e rang. Et puis en retour, on obtenait un joueur qui entrait dans notre alignement dès cette année. Tu n'aurais jamais fait ça dans la Non, Ligue nationale. mais le Junior 3, c'est une autre réalité. Il y a un gros accent qui est mis sur les joueurs locaux. Ouais. Alors, c'est une autre réalité, mais je me suis surpris. Je me suis dit, wow, on vient d'échanger le 3e choix, puis j'ai dit OK. As-tu du fun? Beaucoup. Ça s'est très bien fait, le repêchage s'est très bien déroulé. Ça a duré seulement 2h30. Ça roulait les choix, il y avait 130 choix en tout. Puis ça faisait drôle parce qu'il y avait 2 recruteurs de Gatineau qui travaillaient également dans la Ligue Junior 3A. Alors, j'avais 2 collègues la semaine dernière à qui j'étais avec la même table, deux alliés qui devenaient samedi mes adversaires. OK. Puis là, est-ce que la nouvelle a été confirmée? C'est-à-dire? Ben, PAC, directeur du développement des gardiens. Regarde, on a déjà JP Levasseur, que tu connais peut-être de nom. Il a joué dans la Ligue américaine. Oui. Alors, je pense que de ce côté-là, je pense qu'on est bien nantis. Alors, PAG, ça sera pour une prochaine fois. Dernier point avant de parler de l'espoir de la semaine. Il y a quelque chose qui passe un peu sous le radar ces temps-ci, mais qui est quand même une assez grosse histoire aux États-Unis. Tu te souviens de Fernando Tatis qui a joué pour les Expos? Oui. 3e but. Son fils est une grande vedette, Fernando Tatis Jr., avec les Padres de San Diego. Il a signé, il y a quelques années, un contrat de 340 millions de dollars. Pas pire. Le Tatis en question, lorsqu'il était plus jeune, lorsqu'il était un espoir, avait signé un contrat avec une firme d'investissement qui se spécialise dans, tenez-vous bien, si on peut dire, il parie sur le futur d'un joueur de baseball. Et ça s'en vient peut-être, je ne sais pas si ça va s'en venir au hockey, mais on va expliquer un petit peu le procédé. Un joueur, disons, de 16-17 ans, la compagnie va lui dire, on te donne 2 millions de dollars tout de suite, ce qu'on a fait avec Tatis. Et peu importe ce qui t'arrive dans la vie, dans le sport, tu le gardes. Tu le gardes. Peu importe, il n'y a aucune condition. Cependant, si tu joues au baseball, 10% de tes gains dans toute ta carrière s'en viennent chez nous. Ah. Oh là là. Oui. Tu pourrais travailler pour ces compagnies-là, toi? Mais mon Dieu. Tu serais millionnaire? Oui. Ben, ça serait le fun. Ça serait le fun parce que c'est vraiment... Alors, on sait très bien qu'à un moment donné, il y a des flops. Ils doivent perdre des 1 million, des 2 millions. Mais pour Tatis... C'est légal, ça. C'est légal. C'est tout à fait légal. C'est un investissement qu'on fait dans un joueur. Et là, Tatis est en cours parce que là, il ne veut pas donner le 34 millions. Hey, c'est 34 millions. Ça va être 34 millions quand le contrat va être terminé. Fait que ils investissent 2 millions, puis en bout de ligne, à chaque année, ils sont supposés collecter 10 de ce que Tatis gagne, et en bout de ligne, ça va leur donner 34. Alors, ça compense pour les 1 million, 2 millions, 3 millions qu'ils vont donner. Fait que, tu sais, un petit peu, si on fait un parallèle, mettons un gars comme, je ne sais pas moi,
Connor McDavid en 2015. Une firme l'approche et lui dit, voilà, je ne sais pas moi, 3 millions. Peu importe ce qui t'arrive, tu gardes le 3 millions. Mais sinon, tu nous donnes 10 %. Alors, ça veut dire que Connor McDavid, en ce moment, donnerait 1,25 million par année à la firme. McDavid, c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'on savait que ce serait une superstar. Fernando Tatis, c'était quand même... Oui, c'était vraiment... Bon, il y en a, là, et ça, ce ne sont que des rumeurs. Il y en a qui se demandent pourquoi Fernando Tatis a accepté ce contrat-là. Son père avait gagné beaucoup d'argent. La famille avait de l'argent. Ils avaient gagné beaucoup d'argent. Mais là, c'est simplement des rumeurs, mais il semblerait que chez les Tatis, il en restait plus tant que ça d'argent. Et c'est pour ça que le jeune aurait pris le 2 millions. Puis pourquoi il ne veut pas payer, là? Ah, ça, c'est... On va attendre que le tribunal règle ça. Vous pouvez chercher l'histoire. Moi, honnêtement, je ne pense pas qu'il gagne. Je ne suis pas un expert en droit, mais je ne pense pas qu'il gagne. Il a signé un contrat en bonne et due forme. C'est un contrat légal. Et, regarde... ce que tu essaies de faire, c'est de régler hors cours avant, puis tu vas juste payer un petit peu moins que 35 millions. Oui, mais je comprends, Pag. Mais là, je pense que l'agence ou la firme d'investissement, elle a un cas, là. Ouais. Ben oui. Elle n'a aucune raison de laisser aller. C'est un contrat qui a été signé par d'autres joueurs, qui n'a jamais été contesté en cours. Il y a d'autres joueurs en ce moment qui en sont... on ne dirait pas victime, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Tu es obligé de donner 10 %. Oui, mais tu sais, une blessure, c'est vite arrivé. Au baseball, surtout, il y a des flops. Il y a des jeunes, des fois, on voit des noms dont tu n'auras jamais entendu parler qui vont signer des bonnies de 5-6 millions de dollars puis qui moisissent dans le A ou dans le 2A. Ouais. Là. Alors, eux autres, le 2 millions, ils sont bien contents de l'avoir. C'est sûr. Fait que c'était ça. Alors, au hockey, je ne sais pas s'ils vont commencer à courtiser les joueurs de hockey parce que les contrats de joueurs de hockey deviennent de plus en plus intéressants. L'espoir de la semaine, c'est d'actualité. Rob Brindamour. Rob Brindamour, Mathias, c'était un solide espoir lorsqu'il jouait. Il a été repêché en 1988. Lui, c'était quand même assez spécial. Il jouait dans la Ligue junior de la Saskatchewan, une ligue qui existe encore, un petit peu l'équivalent de la Ligue de l'Alberta, d'où vient Cale Makar. C'est ça. On l'a repêché 9e, tout juste avant Teemu Selanne. Moi, je n'avais pas vu jouer Brindamour, évidemment, mais j'étais au forum le jour du repêchage et je m'arrache les cheveux sur la tête à savoir comment on pouvait prendre un joueur de la Ligue junior de Saskatchewan devant Teemu Selanne, qui est devenu un des grands joueurs de tous les temps. Bien, ce qui est drôle dans cette histoire-là, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'avais vu Brindamour l'année suivante quand il est allé jouer à Michigan State, à l'âge de 18. Il a joué 1 an seulement. Et là, moi, j'avais vu un gars qui avait une éthique de travail absolument incroyable et supposément qui était dans une forme physique légendaire. Encore aujourd'hui. Légendaire. Le gars était intense, il était tout le temps au gym. Et en 88, c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il a fait sa carrière. Il est devenu éventuellement un excellent joueur dans les deux sens de la patinoire. C'était pas nécessairement comme ça au début, mais il a développé ça et il a fini sa Philadelphie l'a repêché. C'est Saint-Louis. C'est Ronald Caron, le directeur gérant, et qui avait dit aux journalistes de Saint-Louis ce jour-là, qui avait trouvé le nom un peu spécial, Brindamour, il avait dit « A little bit of love ». Les plus vieux se souviendront que Ronald Caron était un directeur gérant très coloré. Ah. On s'ennuie de lui, de gars comme lui dans la Ligue nationale. Dis-moi donc, comment il est passé à Philadelphie après? Ben voilà, c'est là où je m'en vais. Rob Brindamour, finalement, a eu 2 bonnes saisons à Saint-Louis. Oui, 2 seulement. Et en 1991, il a été changé à Saint-Louis. À Philadelphie, excuse. Pourquoi? Parce que Saint-Louis venait de perdre le défenseur étoile Scott Stevens dans le cadre d'une offre hostile. Là, on racontera l'histoire une autre fois. Et là, on l'a échangé à Philadelphie avec Dan Quinn en retour de Ron Sutter, encore un Sutter dans un échange, et Murray Barron. Pourquoi Murray Barron? Murray Barron, on disait, c'est la clé de l'échange. C'est un défenseur défensif. On n'a pas de défensive à Saint-Louis. Alors, on va donner un attaquant à l'époque, milieu d'alignement, en retour d'un très bon défenseur défensif. Murray Barron, il a quand même eu une assez longue carrière.
Il a joué au Canadien une saison, tu te souviens? Je pense que tu couvrais le Canadien à cette époque-là. Dans l'échange de Pierre Turgeon. Voilà. Il est arrivé avec Shane Corson et j'ai couvert son premier match à Boston. OK. Il s'est battu à sa première présence. OK. Puis il est tombé comme un sac de patates. Non, OK. Je pense que je me souviens de ça. Ça a mal commencé. Ouais. En carrière, il a joué quand même longtemps, mais sa meilleure saison, 16 points. Alors, ça a vraiment été un échange catastrophique parce qu'à Philadelphie, ensuite, Rob Brindamour a joué 9 ans et il a accumulé les saisons de 30 buts. En 1994, il a eu 97 points, son plus haut total en carrière. Et il était vraiment devenu là, un joueur là, dans les deux sens de la patinoire, craint. Et les Flyers, à l'époque, ils jouaient avec Eric Lindros. Mais en 2000, il a été blessé. Et là, il était blessé au pied. Puis les blessures au pied, ça fait peur un peu des fois. Alors là, Philadelphie l'a échangé aux Hurricanes de la Caroline en retour de Keith Primo. Oui, deux joueurs semblables quand même. On voulait un gros joueur de centre, plus gros, costaud, plus gros, 6 pieds 4. Il y avait des rumeurs également qui ne s'entendaient pas très bien avec Eric Lindros. Mais bon, ce sont des rumeurs. Et là, en Caroline, il s'est rendu en finale en 2002. Et il a gagné le Trophée Selke 2 ans de suite, en 2006 et 2007. Et en 2006, d'ailleurs, il a gagné la Coupe Stanley. Et il a pris... quand est-ce qu'il a pris sa retraite? Il a pris sa retraite en 2010. C'est quoi son total de points? Puis après, je vais te poser une question difficile. 1184 points, donc 452 buts en carrière. Alors, très respectable. En combien de matchs? Il n'y avait pas un point par match. Okay. Parce qu'il a quand même joué longtemps, il a joué 21 ans. Et là, avec le recul, on sait que Selanne a été un joueur exceptionnel. Tu prends-tu quand même Selanne malgré tout? C'est un gars spectaculaire. Oui, parce que Teemu Selanne, ça a été quand même... c'est une légende du hockey. Parfait. Alors, c'est sûr que je prends encore Selanne, mais Brindamour, ça a été vraiment un joueur très utile. 5 saisons de 30 buts. Et ensuite, en 2011, un an après sa retraite, il est devenu adjoint aux Hurricanes pendant 8 ans. Et en 2018, il est devenu le coach en chef. Et ça a pris du temps, 8 ans? 8 ans comme adjoint, puis 8 ans comme régulier, comme en chef pour gagner la Coupe Stanley. Ce qui prouve une chose, et ça, c'est une affaire dont j'ai rarement parlé dans le podcast parce qu'on s'intéresse plus aux joueurs, puis les coachs, ça m'intéresse plus ou moins. Mais moi, j'adore la stabilité dans le coaching. Ben oui. Moi, des affaires de changer des coachs à tous les 1 an ou 2, le carrousel qui se passe en ce moment, parce qu'on a besoin d'une nouvelle voix dans le vestiaire. OK, ça, là... à un moment donné, si tu as un coach que tu aimes et qui est bon, garde-le, il va passer à travers vents et marées. Les joueurs changent. Moi, je suis plus les joueurs changent, le coach ne change pas, plutôt que les joueurs ne changent pas, puis le coach change. Ce qui est surprenant, c'est qu'après 8 ans, souvent, tu vas étiqueter un gars, tu vas dire, c'est un adjoint. Oui. À vie. Ça, c'est vrai. Et là, tu regardes ceux qui sont là depuis le plus longtemps. J'ai eu à faire la recherche. Tu as John Cooper à Tampa. Jared Bernard au Colorado. Pas des mauvaises organisations. Brindamour, 3e, qui vient de gagner la Coupe. Et là, tu as André Tourigny et Martin Saint-Louis pour ma référence au Canadien de Montréal. Moi, Bernard, encore là, les coachs, je ne me prononce pas beaucoup là-dessus, mais je trouve ça louche un peu que Bernard ait gagné juste une coupe avec l'alignement qu'il a. Alors moi, Bernard, c'est pas mon préféré, mais encore là, les coachs... Il n'aurait peut-être gagné 2 Cutter Gauthier. Ah! Oh, ouais. Ça, c'est pas impossible. Alors, c'était le segment en liberté. Merci, mon beau jeune homme. Mon beau Simon, le repêchage a lieu dans 2 semaines. Yes. On est rendu au 3e bloc. Moins que 2 semaines, même. On est rendu dans le 3e bloc. Parlons donc de repêchage. Oui. De quoi tu veux parler? Je te laisse en liberté pour un 2e bloc consécutif. Non, mais regarde, on avait parlé de quelque chose, puis je trouvais l'idée bonne. On va prendre les 5 premiers choix, puis je vais essayer de voir les possibilités. Pas faire un repêchage simulé, mais plutôt, moi, je vais faire une simulation de ce que je ferais en tant que recruteur-chef, dépendant de ce qui s'est passé avant moi. Oui. Fait que je vais passer à travers les 5 choix, puis on va voir. Moi, je suis Toronto, j'en ai parlé, Mécano était premier sur ma liste. J'ai expliqué la semaine dernière pourquoi je suis d'accord que Stenberg, peut-être en bout de ligne, est un joueur plus complet, peut-être une valeur plus sûre, mais c'est difficile de passer à travers un gars comme Gavin McKenna avec ce talent offensif-là, et je pense que Gavin McKenna aussi va avoir du succès. Alors moi, j'irai avec Gavin McKenna à Toronto. Du succès, ça veut dire des saisons de 100 points? Au moins 90. Parfait.
Wow. Alors là, c'est là que le fun commence. Si je suis San Jose, qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là. C'est pas facile? Elle n'est pas facile. Ah non, hein? Elle n'est pas facile parce que Ivar Stenberg, tu le mets avec Macklin Celebrini. Écoute, c'est fou, là, ce que ces deux-là pourraient faire ensemble. Même que je crois qu'un gars comme Stenberg aurait plus de succès à San Jose qu'à Toronto. Tu sais? Fait que c'est pour ça que quand je dis des fois, je changerais mon classement après le repêchage quand j'ai vu qui a repêché qui. Et ça, surtout pour les poolers, c'est très important. D'ailleurs, il y a une question dans l'épisode de Bonnie où on me demande de classer en ordre les défenseurs offensifs de ce repêchage-ci. Je présume que c'est pour un auditeur pooler. Regarde, je ne sais pas qui va repêcher qui. C'est sûr que si Chase Reed s'en va à San Jose, il risque d'avoir plus de punch qu'à Vancouver. Je vais t'en donner du punch, moi. Oui. Moi, je suis le président de l'équipe. Oui. Là, we're on the clock. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec San Jose? Premièrement, j'essaie pas d'échanger le choix ou de descendre. Non, là, on tu n'ira prends pas qui? avec ça. Là. Écoute, 51-49, je pense que je prends Stenberg. Parfait. Et je vais te dire pourquoi. Oui, dis-moi Puis pourquoi. je pense que j'en ai parlé tout à l'heure. Chase Reed, je l'aime beaucoup, mais j'ai pas la garantie qu'il devient un défenseur élite. Alors que Stenberg, avec Celebrini, ça va être l'enfer. Alors, c'est le ce fun que je parce fais. qu'on est dans les coulisses Ouais. du repêchage avec Simon qui est DG pour 5 équipes. C'est cool. Stenberg, deuxième. Ouais. Alors là, je m'en vais à Vancouver. Là, je vais faire des suppositions maintenant. On va faire deux suppositions. McKenna, Stenberg sont partis. Non, mais c'est selon tes petits choix. Non, mais Mathias. Quoi? Si je me mets dans la peau de Vancouver, il faut que j'aie des scénarios de ce que Toronto et San Jose ont fait. Je suis pas le sinon, ça devient un Non, mais je repêchage veux le simili scénario. Mathias. Je veux le scénario que toi, t'as fait. Non, on va faire les deux. Comme tu veux. Parce que là, on repart à 9. Là. On efface tout. Fait que, mettons que McKenna et Stenberg sortent. Parfait. Qu'est-ce que je fais si je suis Vancouver? C'est ça. Mais c'est ça. Oui, mais il y a un autre scénario. C'est McKenna et Reed qui sortent. Bon, Oui. vas-y. Alors, McKenna et Stenberg sortent. Si je suis Vancouver, je suis ma liste. Oui, ils ont déjà des défenseurs comme Ziv Boyum, mais je ne vois pas, mettons, un attaquant. Je veux pas Malotra là, au troisième rang, même si c'est probablement ça que Vancouver va faire. Je prends Chase Reed. Si, à l'inverse, San Jose a pris Chase Reed, je prends, évidemment, Stenberg. Chicago. Là, ça se complique un peu. Si McKenna, Reed et Malotra sont partis, ce qui est possible que Vancouver choisisse Malotra, je prends Stenberg. Évidemment. Oui. Si Malotra, Stenberg et McKenna sont partis, est-ce que je prends un défenseur si je suis Chicago? Oui, je prends Chase Reed. Donc, finalement, moi, celui que j'évite dans les 4 premiers, c'est Manny Malotra. Chicago est bien positionné. Oui, parce que autres, ils vont juste attendre que les dominos tombent. Mais eux, ils veulent que Vancouver prenne Malotra. Probablement pour avoir Stenberg. Stenberg au 4e rang à Chicago avec Frondel et Bédard, ça cartonnerait autant Là, qu'à ça San commence à Jose. être le fun. Puis là, il devient, je parle souvent des value picks. Stenberg au 4e rang, c'est probablement le value pick du repêchage. Je sais que tu ne traites pas dessus, mais Luca Raymond a été repêché au 4e rang. Oui, C'est un bon choix. il est meilleur que je pensais. J'avoue qu'il est meilleur que je pensais. À la base, tu t'en souviens, Détroit pleurait parce qu'ils avaient perdu la loterie. C'est eux qui avaient fini dernier. Ils n'ont pas eu la Frenière. Pas la Frenière, on n'est pas chance. Bon. Mais finalement, Lucas Raymond est meilleur que la Frenière. Il est meilleur que Quentin Byfield. Ah, Puis là, il y a Stutzla, évidemment, qui est en avant Ouais. de lui. Puis Jake Sanderson, pas loin. Mais regarde, Détroit avait le choix entre Sanderson et puis Raymond, probablement. Ils sont allés avec... il est dans les 3 meilleurs. Il est dans les 3 meilleurs. Fait que donc, Chicago pourrait avoir une pièce vraiment clé. Ouais. Les Rangers, maintenant, 5e. Ben, les Rangers, est-ce qu'ils peuvent y aller... moi, ce que je ferais, est-ce que j'irais avec Verhoff? Non. Est-ce que j'irais avec... Là, moi, mettons là, que tous ces gars-là sont sortis. Mettons que Malotra est sorti. Puis Reed est sorti. Stenberg, McKenna. Moi, j'y vais avec le défenseur Carson Carls.
Mais s'il reste un des autres, j'y vais avec Malhotra. Puis tu penses pas que les Rangers, tu sais, sont un peu nono ces temps-ci? Est-ce qu'ils peuvent échanger ce choix-là? Regarde, Parce que ce gars-là arrive il n'y à a 18 pas ans. beaucoup d'échanges qui sont faits avec les choix. Le gars top arrive 5. à 18 ans, les Rangers sont hauts, là. Oui, mais, C'est qui, est-ce que les Rangers, ils sont prêts à reconstruire un petit peu, à être patients, ou est-ce que les Rangers veulent remonter en série dès l'an prochain? On ne sait pas. On ne le sait pas. Mais moi, ce que je ferais, j'irais probablement avec Malhotra. J'hésiterais entre Malhotra, Carls. Mais... C'est lequel ton préféré? On compare vraiment des... Regarde, j'ai classé Carls avant. Juste pour faire une parenthèse sur Oui. les Rangers, ils ont quand même envoyé une lettre en janvier cette année. disant Encore? qu'ils faisaient Une autre lettre? Oui. Qui faisait un retool. Une Ah, réinitialisation. c'est ça, une réinitialisation. Blablabla. Tant qu'à ça, envoie pas de lettre là, Ouais. pour une Ben oui, réinitialisation, blablabla. là. Ah, mais là, c'est la mode. Là, tu sais, là. Bon. Non, t'envoies une lettre quand tu as décidé de faire comme Chicago, puis de San Jose, puis de complètement tout démolir, puis de prévenir les gens. Écoutez, Exact. les 4-5 prochaines années, on va être à queue. Fait que tu prends qui, Alors, là? regarde, Ouais. Carls, Malhotra. Pour les Rangers, je prends Malhotra. Ah, Pour les tu Rangers. repêches en fonction de la position. Ben, regarde, j'ai Carls en avant sur ma liste, mais si je suis les Rangers, je pense que je suis mieux d'aller chercher un Malhotra au centre. Fait que c'est de la bouillie pour les chats quand les équipes disent qu'ils repêchent en fonction du meilleur joueur disponible. Mathias, c'est parce que l'écart est tellement mince. Pourquoi tu penses que d'un analyste à l'autre, pourquoi tu penses qu'il y en a qui ont Reed premier, il y en a d'autres qui ont Stenberg premier, il y en a qui ont McKenna premier. L'écart là, entre McKenna puis Malhotra, Reed, Carls et Stenberg, il est quand même relativement mince. Ce n'est pas clair comme certaines années, mettons. Comment tu penses que ça pourrait se passer? Tu es à Gatineau. Vous êtes le groupe de Oui. recruteurs. Oui. Tu n'es pas obligé de me répondre, mais je pense que c'est quand même assez fictif. Et tu as Serge Beausoleil qui est l'entraîneur. Oui. Tu as le troisième choix. Puis le fils Beausoleil est disponible. Puis dans ses eaux du top 5, top 6. Est-ce que tu penses que les recruteurs peuvent faire fi de cette particularité-là? Ou il y a un penchant naturel quand même? Ben, regarde, tu as pris un drôle d'exemple parce que le fils de Serge est son assistant entraîneur. Puis ça marche très bien OK. entre les deux. Mais là, on parle non, de je comprends joueurs ce que tu veux repêcheurs, dire. là. On parle de joueurs, là. Regarde, on en a parlé la semaine dernière de tout cet historique-là. Boum Boum Geoffrion avec son Ouais, je vais te fils. donner un exemple. Brin concret. d'amour avec son fils, mais qui joue dans les mineurs. Moi, je pense que ça peut être... moi, je pense que de nos jours, ça peut être un plus. Et on sait que le fils, d'après moi, va comprendre Malhotra si à un moment donné, son père est congédié. Parce qu'on présume que Manny Malhotra jouerait plus longtemps à Vancouver que son père ne va coacher, à moins que Vancouver ne décide d'adhérer à la philosophie des Hurricanes et de garder un entraîneur plus que 2 ans. Parce que là, ils reconstruisent. Oui. Lui, il arrive. Oui. Il est là au moins pour 4-5 ans. Ben, comme Jared Bednar au début, c'est Ouais. ça, à Colorado. Non, moi, je pense. Moi, j'ai l'impression que Vancouver va choisir Malhotra. Ça va être père et fils. C'est bon pour le branding de l'équipe. Ça va être un renouveau. Puis je pense pas qu'il y ait de problème entre les deux parce que c'est quoi, Malhotra, il est bon. Bon. Et il travaille fort. Donc, c'est sûr que si tu m'arrives et puis que le fils de l'entraîneur n'est pas trop vaillant, ça peut être mal vu. Ouais. Mais Malhotra, il a une éthique de travail impeccable. Il était dans les vestiaires de la Ligue nationale, puis on le voit sur la glace, on le voit. Regarde, j'ai aucun problème, moi, si je suis le directeur gérant de Vancouver, à choisir Manny Malhotra. Mais moi, c'est l'équipe qui m'intrigue. C'est Ouais. Chicago qui est placé, qui est bien situé. C'est stratégique sans le vouloir. Il pourrait hériter d'un gars qui aurait pu être premier là, si jamais Stenberg Ouais. glisse. Mais si McKenna, Stenberg et peu importe l'ordre, et McKenna, Stenberg et Malhotra partent, ben là, Chase Reed. Ouais, c'est Chase Reed. Mais si Reed est parti, la question est de savoir est-ce qu'ils vont prendre un gars comme Carls à la défense ou Manny Malhotra au centre. Parce qu'oublie pas qu'ils ont encore besoin. Ils ont encore besoin de solides joueurs top 6 Chicago. Là. Il y a beaucoup de joueurs de milieu d'alignement. Là. Les Nazar, Lardis et compagnie, c'est plus des joueurs de milieu d'alignement. Puis sont-ils capables de se dire, hey, ça nous prend un défenseur costaud, on va aller chercher Verhoff?
ce qui serait, selon toi, une gaffe, là? Ben, s'il aime, Verhoff, Smith, Carls, il n'y a pas un gros écart. Je pense que dans les 3 cas, tu n'as pas nécessairement des joueurs qui vont péter le feu offensivement. Il s'agit de savoir qui va être la tour. Tu comprends? Ouais. Le pilier à la défensive. Et ça, à l'âge de 17 ans, c'est extrêmement difficile à prédire, surtout que ces gars-là jouent dans des ligues différentes. Carls est dans l'Ouest. Verhoff, il a joué à 17 ans comme défenseur dans la NCAA. Et Albert Smith, il joue en Finlande. Moi, je veux un drapeau rouge pour Vancouver s'ils choisissent Malhotra et que Sandberg est encore disponible, étant donné qu'il est dans la conversation pour le premier choix. Oui. Vous pensez pas, je veux dire, juste la réaction du fanbase ou il se risque pas de se mettre dans une position encore pire en mettant de l'avant une relation familiale comme ça? C'est un bon point que tu soulignes, Elle n'est pas Tag. facile. Elle Elle n'est pas facile parce que oui, Stenberg, d'après moi, est supérieur à Malhotra, offensivement. Ouais. Mais Malhotra, je te parle pour le fan qui voit ça de l'extérieur, qui a vu des highlights, qui voit ses statistiques dans la Ligue de l'Ontario. C'est quand même un gars qui est attrayant, une valeur sûre. Il y a quoi? Il y a 87 points, ou 84 ou 87 points à 17 ans. Il a été un pilier pour une équipe de première place toute l'année. Mais là, c'était la même chose une couple d'années. Ouais. On ne sait pas s'il va devenir bon. Ouais. Je pense que San Jose enlèverait une épine dans le pied de Vancouver en choisissant Stenberg. Ouais. Je pense que tu as raison. Puis, tu sais, c'est pas impossible. Regarde, je ne sais pas. Je ne sais pas pour moi qui est-ce qu'ils vont prendre. Puis moi-même, je te dis Stenberg, là, c'est ça que je ferais, mais... C'est pas un cadeau empoisonné, le deuxième choix qu'ils ont gagné. Là. Écoute, Ben non. là, c'est très... Ben non, au contraire. Mais... Ben, ils ont monté de... Oui. Tu veux choisir 8e? Ben oui, tu sais? 9e. 9e, ben oui, c'est sûr. Mais ce n'est pas si clair que ça, considérant leurs besoins et le fait qu'un défenseur numéro 1, c'est rare que c'est disponible. Et là, après ça, si San Jose monte l'année prochaine, est-ce que San Jose devient les futurs Maple Leafs de Toronto, pactés à l'avant? Ouais. Puis, tu sais, ça peut être inquiétant. Meilleur joueur disponible. Ouais. Merci, Simon. Déjà le 4e bloc. Oui. Et on est prêt pour la voix chaude et rassurante de Papag. Yes. Mais d'abord, permettez-moi de remercier notre partenaire présentateur Mise au jeu plus. Première question de Johnny Roy. Question pour le Snake. Selon toi, quel joueur, à sa 2e ou même 3e année d'admissibilité au repêchage, sera repêché le plus tôt? C'est une bonne question. Oui. D'autant plus que Bryce Pickford, qui a été... Oui, 2e année d'admissibilité l'an et qui dernier. vient d'être nommé le joueur de l'année au Canada. 19 ans, tu vas me dire? Mais Ouais. bon, quand même. Ouais. Une de mes cartes cachées du repêchage l'année passée. Maintenant, ouais. pour Bryce Pickford, je pense que ça va être très intriguant. Le genre de joueur qu'il va devenir, je n'ai pas déterminé encore son identité. Sa Mais- valeur monte. Oui, la prochaine année à Laval, s'il est encore à Laval, Oui. n'est pas échangé cet été, ça va être très intriguant. Est-ce qu'il va devenir quel genre de défenseur il va devenir? Je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus dans le Rocket à l'automne. C'est Bon, qu'est-ce que voilà. Bryce Pickford va devenir. Voilà. Je pense que ça va être Ethan McKenzie qui va être choisi le premier. Ethan McKenzie, on l'a vu au championnat mondial junior. C'est un gars qui a un bon coup de patin, un bon lancer. Mais selon moi, encore là, je joue les probabilités. Il a été ignoré au repêchage 2 fois. Pas une fois, 2 fois. C'est rare que ces gars-là deviennent très bons. Tanner Pearson est un exemple de joueur qui est devenu bon après avoir été ignoré 2 fois. Je parle dans les joueurs nord-américains, là, je ne parle pas des Européens. Mais c'est rare que tu fais l'équipe au championnat mondial junior quand tu es ignoré au repêchage. Oui, c'est rare. Je Mais sais il pas avait si tu as 19 des ans. exemples. Là, mais... Oui, regarde, il avait 19 ans, il a fait Moi, c'est un joueur qui me... Moi, je vois un joueur de la Ligue américaine, hein, Ethan McKenzie. Bon. C'est ça mon analyse. Parfait. Richard Mousseau. Simon, peut-il nous parler des prospects que lui a choisis et qui ont été repêchés par Gatineau, son équipe? OK. Alors, Richard, je vais expliquer un petit peu mon rôle à Gatineau. Moi, la façon que je fonctionne, moi, je suis affecté au territoire de la Nouvelle-Angleterre. Cette année, il y a énormément de joueurs qui ont été choisis par la Ligue de hockey junior maritime Québec. Je pense qu'il y en a eu 48 au total. Donc, on parle de 2-3 par club. Nous, on en a choisi 2, mais il y en a un particulièrement qui était un peu comme
mon poulain. On l'a repêché, il s'appelle Drew Short. Et ça, c'est un joueur de la Nouvelle-Angleterre que j'avais vu très tôt dans la saison et que j'avais identifié parmi les quelques cibles que j'avais. J'avais plusieurs cibles, mais à un moment donné, on s'en est fait prendre par les autres équipes. C'est tout à fait normal. Et je suis entré en contact avec son agent, moi, peut-être 1 mois ou 2 avant le repêchage, et je lui ai dit, si on le repêche, est-ce qu'il va venir jouer à Gatineau? Et l'agent me dit d'emblée, oui. Alors, en principe, à 16 ans, on présume qu'il va retourner dans le hockey de high school aux États-Unis et qu'à 17 ans, il va être à Gatineau. Mais il va être au camp d'entraînement et cette année, ce qui est très, très bien. Bon gabarit? Oui. Correct comme gabarit, mais surtout, moi, ce que j'aime, c'est que c'est un travailleur infatigable et c'est un gars qui n'a pas fini là, de grandir et de grossir encore. Je pense qu'il fait à peu près 5 pieds 10, 5 pieds 11. Je ne sais pas pourquoi vous oubliez toute la gang, mais... On fait Qui ça... donc que tu viens de repêcher? On ça fait fait ça. short. On fait ça short and sweet. Là. Continue. Continue. Je suis découragé. Richard Mousseau, permettez-moi d'accepter... permettez-moi de vous faire des excuses en leur nom. André Ok. Dermita. Oui, On il est tanné. il ne respecte pas votre question. Alors, Drew Short, moi, je trouvais que c'était un gars, en plus d'avoir du talent offensif, là, c'est évident, mais c'était un gars qui est hyper travaillant. Puis pour moi, c'est une qualité de prédilection, puis c'est d'ailleurs une qualité qui prime énormément là, dans nos évaluations à Gatineau. Fait que combinaison talent et travail, et en plus de ça, un agent avec qui je me suis très bien entendu. Fait qu'on espère que ça va nous rapporter des dividendes. Super. Alors, tu sais, juste pour dire, je me suis promené beaucoup, j'ai visionné beaucoup, je suis allé en Nouvelle-Angleterre et c'est très satisfaisant quand tu arrives à la fin et qu'il y a un de tes joueurs de prédilection qui a été choisi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de territoire, il y a beaucoup de recruteurs, tu peux pas tous les prendre. Fait que tu dis au moins, ouais, j'ai tout fait ça pendant l'année, mais j'ai un joueur d'impact qui s'en vient. On va le suivre. On va le suivre. Mathieu Belchambert. Question pour Simon. Tu as mentionné comme quoi McKenna à Toronto, ça risque fort bien de cartonner en partant pour lui avec les joueurs talentueux déjà dans l'alignement. Mais si on regarde par le passé, Alexis Lafrenière qui arrivait avec les Zibanejad et Panarin, etc., ça a été plus difficile pour lui, au contraire. Qu'est-ce qui te ferait croire que cela va bien marcher pour lui en partant? Mathieu, c'est toute une comparaison, c'est vrai. C'est vrai qu'Alexis Lafrenière n'est pas arrivé dans une équipe de poireaux. Puis est-ce que c'est des styles qui peuvent être... Tu sais, ils arrivaient précédés d'une grosse réputation. Oui. Lafrenière, c'est quand même Puis lui, il gars était mature physiquement. Oui. Ouais. Je pense qu'Alexis Lafrenière, même si je ne voyais pas en lui le McDavid, en tout cas j'exagère, mais la future grande vedette que certains voyaient, la preuve, je ne l'avais même pas classé premier, je considère quand même que c'est bizarre le développement qu'il y a eu aux Rangers. Il ne faut jamais oublier la pandémie non plus. Hein? Il y a eu la pandémie. Aussi. Ça n'a pas aidé. Mais il y a eu un développement un peu bizarre aux Rangers et c'est sûr que la raison pour laquelle je pense que ça va marcher, c'est que c'est un feeling là, que j'ai. C'est juste une impression. Mais c'est que McKenna, on va le garrocher sur le premier jeu de puissance en partant. Ce qu'on n'a pas fait avec Lafrenière. Avec Gérard Galland qui était là, qui voulait... Ouais. D'après moi, c'est ça. C'est que McKenna, lui, il va avoir une chance en or. Puis les gens à Toronto vont vouloir le voir. On va lui pardonner bien des erreurs en commençant si le gars accumule des points. Toronto, oui, j'ai dit Toronto, ça va jouer ouvert. Il y en a qui disent oui, mais Craig Berube, il n'est pas. C'est vrai que Craig Berube, mais il va rester combien de temps, Craig Berube, à Toronto? Mais... Est-ce qu'il revient, Craig Berube, à Toronto? Est-ce que Tchaïkol l'a confirmé? Il me semble qu'il a été congédié. Il était congédié. Bon, ben alors il n'y a Mais pas de problème. tu vois... Il me semble, oui, il a été congédié, c'est vrai. Mais, tu sais, New York avait une équipe plus compétitive, je crois, Que Toronto. que Ben Toronto l'est, parce que New York a gagné la loterie, mais la formule de la loterie dans cette période de pandémie-là, c'est une équipe qui était bien plus... Je crois qu'il y avait les 14e meilleurs... Ben oui, ouais. tandis que Toronto a quand même fini dans les bas-fonds. Puis c'était pas, là, suite à tout ça, c'était pas une balle de ping-pong par équipe. Genre, là, oui. Alors tu sais, C'est une finalement, équipe c'est vraiment un coup compétitive de qui a eu luck, le là. premier choix. C'est ça, alors que Toronto, oui, il y a une certaine...
une compétitivité, mais... Ça a tombé après avec le départ de Marner. Là. Ouais, c'est ça. C'était pas loin d'être une équipe de poids rouges cette année, mais qui a quand même suffisamment de joueurs intéressants à l'attaque pour que Gavin McKenna puisse se faire valoir sur le jeu de puissance. Mais en défense, ça reste c'est très désastreux. faible. C'est très faible. Marc Gernijank. Question pour Mathias et le Serpent. Avec les possibles 2 équipes d'expansion qui risquent d'arriver plus tôt que tard, est-ce que le Canadien devrait envisager d'échanger soit Debèche ou Fowler plutôt que de risquer de perdre un ou l'autre au repêchage d'expansion? La suite? Très intéressant. La suite? Dans l'extra! KO Sport avec un S. KO Sport avec un S.TV. C'est important quand même de le rappeler pour Absolument. les nouveaux auditeurs qui arrivent. Donc, ça prend l'abonnement pour... Oui. Il y a une application aussi qui est disponible pour ceux qui voudraient le regarder pendant qu'ils voyagent ou quoi que ce soit. Et sachez que de s'abonner à un épisode spécial extra, c'est s'abonner aussi à tous les épisodes de KO Sport. Donc, ça vaut la peine. Puis là, on a fait tirer nos 4 soupers, nous. Nos 4 soupers ont été tirés. Fait qu'il y en a d'autres qui s'en viennent la prochaine saison. L'an prochain. Ben oui, la prochaine saison. Parfait. Hey, merci Simon. Excuse-moi, là, j'ai eu un petit trou de mémoire. C'est correct. Merci mon beau papag. Merci, Mathias. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Merci.